Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. Enfin, la sortie le 14 février prochain de Bravo Virtuose, le film de Levon Minassian tant attendu, dont les événements se déroulent en Arménie avec un jeune héros, clarinettiste de 25 ans, Alik, dont le mécène est assassiné dès le début du film et qui se retrouve au milieu des faits liés au monde criminel, malgré lui, et qui porte toujours, malgré lui, les habits d'un tueur à gages. Après plusieurs courts-métrages, Levon Minassian bascule dans le long-métrage probablement définitivement, on le verra avec lui. Après L'homme de l'île Sandwich, toujours dans le court-métrage, Le piano, Lux Eterna Etera Emota et en tant que scénariste, Moskvitch Mon amour. Voici Bravo Virtuose, un film dont on parlera aujourd'hui avec Levon Minassian, mais également avec ses producteurs au pluriel, donc Robert Guédiquian et Marc Bordure d'Agathe Film, bonjour. Bonjour. Olivier Heger de Cercle Groupe Compagnie, producteur belge en l'occurrence, et on m'a dit, il faut absolument poser la question, pourquoi un producteur belge? Donc je vous poserai la question tout à l'heure, mais également d'autres producteurs sont dans le jeu, Hrač Keshishian et Ani Voskanian d'Arménie, et nous parlerons également de musique, puisqu'on a de grands compositeurs qui sont dans ce film et qui ont fait la musique de ce film. Ce jour-là, mon grand-père m'a joué les premières notes de son nouveau concerto en hommage à mes parents. Mon grand-père et moi, on s'est fait la promesse de le jouer devant le monde entier. Je vous en supplie, sauvez notre orchestre. Ne reste plus de fonds pour cette année, ni pour la prochaine. Bien sûr qu'on vous aidera. Allez, va mendier. Bonjour, Virtuose. Écoutez et suivez les consignes. Le reste plus tard. Bonne chance, Virtuose. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour le concert, on a un nouveau mécène. Ça va être un magnifique concert! Les toilettes des dames, c'est le terrain de chasse idéal. Que fait ma fille dans ce merdier? Tu sais que tu joues avec le feu? Je suis tombé sur ce téléphone par hasard. Je suis pas capable de tuer un homme. Tu m'as volé mon boulot et mon argent. Tu sais que tu seras puni. Mon père n'est qu'un salaud immonde. Je permettrai jamais que quelqu'un s'en prenne à toi. Tu fais quoi, là? Laisse-moi écouter la musique de ton cœur. Alors, messieurs, bonjour. Levon Minassian, on est très heureux pour vous. Et voilà un film qui parle de nous les Arméniens, mais ceux des Arméniens, je dirais pas les Arméniens d'Arménie et puis il y a les Arméniens qui sont ici, de la diaspora. Non, même en Arménie, il y a ceux qui sont dans ce film, et vous êtes très critique à leur égard, et puis les autres Arméniens. Mais ceux qui sont dans ce film, c'est a priori les gens du monde criminel, l'oligarchie, tout ce qui est aujourd'hui tellement critiquable et dont les réseaux sociaux ils sont attaqués du matin au soir, et vous sortez un film. Donc il y a une motivation, je dirais, au-delà de la motivation artistique, il y a une motivation sociétale et je dirais même politique. Qu'est-ce qui vous a poussé pour aller dans cette orientation ? Peut-être l'espoir qu'un jour l'Arménie deviendra un pays magnifique, démocratique et sans la criminalité, qui est malheureusement à mon avis impossible, mais quand même l'espoir, cet espoir je l'ai.
Donc Robert Guédiguian vous a précédé dans cette orientation avec Voyage en Arménie. Là encore, Robert Guédiguian, vous avez été vous-même critiqué parce que vous montrez l'Arménie sous un angle que nous, les Arméniens, on veut pas trop montrer. On en parle entre nous, mais aux Français, aux Belges, aux autres, il faut pas dire que il y a des gens, il y a des criminels chez nous et de la criminalité. Oui. Je pense au proverbe français, en fait, qui aime bien châtie bien. Je crois qu'effectivement, quand on aime les gens, on veut qu'ils s'améliorent, on veut qu'ils soient meilleurs. Et pour cela, il faut les critiquer, il faut avoir une capacité critique forte. Je pense que c'est essentiel. C'est essentiel en France, c'est essentiel en Arménie, c'est essentiel partout. Et c'est essentiel pour les cinéastes et pour les intellectuels. Je veux dire, c'est même leur fonction, en fait. Au fond, nous sommes là pour critiquer les temps présents et pour éventuellement, comme disait Karel Levon, annoncer des temps nouveaux. Voilà. C'est parce que nous espérons des temps nouveaux que nous critiquons les temps présents. C'est grâce à cette critique que peut-être les choses iront mieux plus tard. Et c'est pas en étant, au contraire, complaisant, en montrant les choses d'ailleurs en étant mensonger, c'est-à-dire en montrant les choses sous leur apparence la plus peinte en rose, en fait, la plus, pavée de fleurs blanches, en fait. Je veux dire, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on arrivera à changer le monde. Non, je crois pas. En fait, notre fonction est une fonction critique, en fait. Je crois, à nous, artistes, cinéastes. Alors la question, est-ce que, suite à votre film, et ce sera peut-être le cas pour Levon Minassian, est-ce que ça change quelque chose de faire un film grand public et qui est pas très vu en Arménie même, si vu, mais pas très vu. Je veux dire, le monde du cinéma n'est pas très développé en Arménie. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de salles, les gens ne courent pas pour aller voir ces films-là. Qu'est-ce que ça a changé, votre film? Non, je crois que les Arméniens vont surtout le cinéma, la télévision, en fait, hein, parce qu'effectivement, il y a très peu de salles, comme vous le savez. Nous, on est quasiment, avec quelques amis marseillais, à l'initiative de la première salle qu'il y a eu en Arménie après les années de post-soviétique, etc. Quand le Moskva s'est réouvert, il s'est réouvert grâce, effectivement, à Yervant, Robert, Simon, etc., qui ont accompagné effectivement cette réouverture de sociétés d'économie mixte et qui l'ont aidé à renaître. Bon, depuis, les choses ont un peu changé. Quelques multiplexes se sont créés, quelques salles sont ouvertes par-ci par-là, qui sont évidemment, comme toutes les salles du monde, envahies par des blockbusters américains ou russes. Voilà. Là-dedans, face à ça, le film de Levon, quand même, est un film qui est sorti, d'ailleurs, dans ces salles-là, et ça s'est plutôt bien passé. Donc, le film a été vu dans ces complexes-là dont je viens de parler, que je viens de critiquer, la fois de plus. C'est une manie. Et il sera vu, je crois, très souvent à la télé. Il y a beaucoup de chaînes de télévision, comme vous le savez, et là les films passent très régulièrement, et je crois que le public arménien est très content qu'on dise la vérité sur le monde dans lequel on vit. Parce qu'évidemment, je ne pense pas qu'il y ait un seul Arménien là-bas qui soit heureux de ce système oligarchique, très peu démocratique, etc., etc. Bon, une autre chose quand même que je voulais dire, faut insister quand même là-dessus, parce que le personnage principal est un personnage magnifique, hein, et la jeune fille aussi. Oui. C'est-à-dire que le film est certes une critique de l'oligarchie, mais c'est d'abord quand même une histoire d'amour de jeunes gens qui sont absolument exaltés, d'ailleurs par l'art, par leurs pratiques culturelles, par leur virtuosité, la clarinette en l'occurrence, donc ils sont déjà admirables, le grand-père est admirable. Donc ce n'est pas une peinture en noir de l'Arménie du tout, hein, c'est une peinture en noir de ce qui est pas bien en Arménie. Mais c'est une peinture d'une belle couleur de ce qui est beau. On va rentrer dans les détails de ce film. En fait, on va se mettre d'accord, on va raconter le film, mais sans tout raconter pour laisser aux gens, surtout la fin, le plaisir de découvrir un peu comment ça se termine toute cette histoire. Mais il y a tellement de choses à dire, et au-delà des anecdotes et des événements du film, on va retracer un peu peut-être le chemin des Arméniens et puis les mentalités ici et là. Il y a beaucoup d'humour aussi dans ce film. Alors ma question, Levon Minassian, pour comprendre ce film, faut-il être arménien d'Arménie? En fait, d'abord, ce film est une sorte de déclaration d'amour pour mon pays natal, l'Arménie. C'est absolument pas une critique virulente. Au contraire, c'est plutôt montrer la plaie pour pouvoir le guérir. C'est ça, en fait, le propos. Et puis, avec Robert et Marc, dès le début, on a voulu faire un film arménien différent. Absolument pas larmoyant, parce que notre cinéma adore être larmoyante. On parle sans arrêt de génocide, de guerre de Karabakh, de tremblements de terre, etc., que des malheurs qui arrivent à ce pays. Et nous voulions montrer que c'est un pays où il y a l'amour,
où il a des beaux visages, il a des beaux décors, il a des gens qui arrivent à faire une lutte acharnée pour pouvoir garder leur identité, pour créer, pour faire l'art, la musique, et pour ça ils sont prêts même à tuer. Sauf que vous l'avez fait sans la partiturerie, vous avez fait tout ça dans le piano. L'amour, l'humour, l'art. Oui, en fait, le piano était plutôt un film comédie dramatique. Ici, j'ai essayé de mélanger les genres, tout en étant conscient, pour offrir aux spectateurs un spectacle jubilatoire, qui n'était pas le cas pour le piano. Le piano restait un film sympathique, pas plus. Alors, pourquoi vous, Marc Bordure, vous avez adhéré à ce projet? Je comprends les motivations du réalisateur, les motivations de l'Arménien Robert Gadikian, et vous? Moi, c'est parce que, au fond, finalement, je me suis intéressé à l'Arménie parce que, en travaillant avec Robert sur Voyage en Arménie, une histoire de fou, je me suis même tellement intéressé à l'Arménie que on a produit ensemble des documentaires sur la Zala. Et donc, c'est au fond un pays qui me passionne aujourd'hui. La rencontre de Levon, c'est vraiment Robert, pour le coup, qui m'a présenté Levon. Et ce qui m'a plu dans ce projet, c'est le côté universel de l'énergie de la jeunesse. Si je devais dire en 2 phrases, ce qui m'a plu à la lecture de ce projet, c'est ça. C'est cette énergie, cette vitalité, dans un pays assez peu connu, finalement, mais un pays qui est extrêmement riche culturellement, en particulier sur la musique. D'ailleurs, je vois le logo de votre studio, où on voit 5 instruments de musique. Et ça, c'est un des éléments aussi qui m'a suivi au départ sur le projet. En fait, c'est le logo du Kakemono qui est dans les studios. D'accord. Voilà. Et puis, puisqu'on m'a dit, il faut absolument poser la question, pourquoi un producteur belge dans cette histoire? Alors, souvent, la vie, c'est faite de rencontres. Et puis, je connais bien et très bien Marc comme ami. C'est un homme qui sait convaincre, qui a un pitch extraordinaire, et quand il veut quelque chose, il l'obtient. Et il m'a convaincu par le biais de la musique. Je suis un homme passionné de musique. Je suis un homme passionné de musique, donc j'ai été convaincu par ça. Je suis un homme convaincu sur la notion de faire des choses différentes. Et j'ai adoré l'idée de se retrouver à coproduire un film arménien dans lequel, en tout cas, ma culture ne va pas jusqu'à me dire que je connais beaucoup de longs métrages arméniens. On est plutôt dans de l'exception. Et l'exception, c'est quelque chose qui me parle. Et parallèlement à ça, je sais que quand on produit un film pour l'Arménie, on n'a pas en face de soi une éventualité d'un énorme public, donc il y a besoin d'aide, entre guillemets, c'est pas de l'aide, mais de trouver des financiers. C'est plus difficile que de produire, à mon sens, un film franco-français ou même belgo-français. Et voilà, et l'histoire était belle, et puis c'est des amis, et puis il faut qu'il y ait un peu d'aventurier, autrement il n'y a pas de plaisir. Alors c'est quoi le budget de ce film? On peut en parler? Bien sûr. Bien sûr. C'est un budget d'1 million d'euros. 2 millions. 1 million d'euros. 1 million. Et en fait, sur ça, c'est ce qu'on appelle au cinéma, il y a toujours le budget officiel et le budget réel, donc on peut en parler parce que c'est drôle, mais il aurait fallu 1 million d'euros, mais on l'a fait avec 500 000 euros, quoi. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est fait en Arménie et que c'est tourné en Arménie avec une équipe arménienne. Alors c'est assez étrange. C'est vraiment un alliage. J'allais dire, c'est un alliage étrange puisqu'en fait les financements. Elle est pas arménienne. Non, elle est russe. On a une coproduction avec l'Alsace. Parce que Levon a une partie de sa famille qui est alsacienne, puis donc on a pu rattraper l'Alsace comme ça avec Sepia Productions. Et donc il y a une équipe alsacienne qui est venue en Arménie pendant 3 mois. Si la polygamie était répandue, on aurait pu avoir plusieurs régions. Oui. Et une Belge. On devait aussi une coproduction belge, et donc il y avait aussi une Belge. Quand même, il y a toujours un Belge en fait. Alors, justement, on va plonger dans l'histoire de ce film. Alors, quelque chose de frappant, Levon, c'est ce jeune homme, Alik, de 25 ans, mais on dirait que c'est vous, votre jeunesse. Il vous ressemble tellement. Ah, c'est vrai, ça. Ou je crois c'est fait exprès. Il ne veut pas répondre à la question en général. Je crois qu'il se ressemble plutôt à Robert. Si vous regardez la photo de Robert jeune, il a exactement le même nez, il a exactement le même cheveux bouclés, et je crois qu'on peut se mettre tous les trois en profil, ce serait Marx, Engels, Lénine. On refait le poster. Je crois qu'on peut faire un poster, ouais.
Non, c'est tout à fait par hasard. C'est un garçon que je trouve très beau et très talentueux. Il est doué naturellement. Et il faut dire que j'ai failli passer à côté parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, pourtant il a été conseillé par une amie la talentueuse Narine Grigorian, qui est une talentueuse actrice qui joue d'ailleurs sa mère dans le film avec moi. Je joue le père. Parce que vous êtes le père pendant quelques instants. Voilà, c'est juste parce que vous êtes le père qui est décédé durant un 28 mai 1913 quand les Azeris ont bombardé l'hôpital de Mardouni ou d'Oumardouni. Oh, ils étaient médecins. Les pendant parents la guerre du d'Elik, Ralapa. oui, c'était des médecins volontaires. Ils ont été tués. Donc l'enfant a grandi avec son grand-père, qui est un grand musicien. Et cette ressemblance, je reviens, c'est tout à fait par hasard. Donc comme j'ai dit, j'ai failli passer à côté la première fois que je l'ai vu, mais après, on a eu une vraie rencontre avec lui, et je regrette pas du tout. Depuis, il est devenu une vraie star en Arménie parce qu'il a tourné dans un autre film qui est venu après nous, mais qui est sorti avant, qu'il a propulsé vraiment au sommet de Star System. Il faut dire qu'il vit un peu mal cette célébrité parce que c'est un garçon assez spirituel et ça lui a pas du tout tourné la tête. Il est resté tout à fait terre à terre et il est j'espère qu'il va très bien gérer sa carrière. Alors il n'est pas vraiment musicien, il est avant tout acteur. Comme chaque bon acteur, il a vraiment appris le métier. Il a appris les gestuels, la doigté, les gestes professionnels qui sont nécessaires pour pouvoir interpréter un vrai musicien virtuose. D'ailleurs, c'est pour ça que le travail d'acteur est difficile et c'est pour ça qu'ils sont bien payés, parce que ils doivent incarner quelqu'un donc avec qui ils ont aucun rapport parfois. Et donc pour lui, c'était vraiment un long travail et il a réussi à faire quelque chose vraiment formidable, parce qu'aujourd'hui même les professionnels ont du mal à croire que c'est pas lui qui joue. Voilà, il a même réussi à jouer un morceau de Mozart qui a été coupé au montage. Alors cet orchestre, les autres, c'est des vrais musiciens. Ce sont des acteurs. C'est des acteurs, pas des musiciens. Ce sont des acteurs qui possèdent... Parce qu'on a l'impression que tout le monde joue à part lui. Enfin, à part lui, si on fait vraiment très très attention, on se dit, parce que est-ce qu'il est vraiment acteur? Est-ce il était à la base musicien? On l'a attrapé, on lui a dit, en plus, t'es pas mal en tant qu'acteur, mais les autres, c'est bluffant. Ce sont des acteurs et musiciens, c'est-à-dire on a sélectionné des acteurs qui avaient des notions musicales. Donc en général, filmer la musique, c'est très difficile, vraiment très difficile, parce que le rythme de la musique et le rythme du film peuvent n'est pas être d'accord, n'est pas se concorder. Et c'est pour ça que j'avais une sorte d'inquiétude, d'angoisse concernant ça, mais avec Michel Petrosian qui a composé cette musique qui est jouée dans le film, on a pu faire quelque chose de bien. Alors justement, c'est le concerto de Talian, c'est ça? Le concerto pour la clarinette de Talian. D'ailleurs, le film commence vraiment d'une manière très chouette avec ce grand-père qui est au piano, et c'est merveilleux comme début de film. On n'imagine pas que la suite, ce sera un peu de tuerie et de sang dans cette histoire. Alors justement, le mécène dont on parlait tout à l'heure, il meurt très vite, et ce jeune garçon qui avait tout espoir à ramasser $10,000, qu'est-ce qu'il fait? Et il se trouve devant le fait accompli. Il faut qu'il porte une mission qui n'est pas la sienne, mais qui lui tombe sur la tête. Vous allez, Robert, peut-être nous raconter un petit bout de cette histoire. Comment se fait-il que ce jeune Alik devient un tueur à gages, ou j'en dirai pas plus. Oui, c'est ça. J'en dirai pas plus. Est-ce qu'il l'est ou pas? C'est très difficile à raconter sans dévoiler les choses. D'ailleurs, il faut quand même insister sur le fait que c'est une comédie. Même quand il y a du sang, c'est une comédie. C'est-à-dire, vous savez, c'est une comédie policière. C'est-à-dire qu'on tire, c'est pas absolument pas réaliste, ce point de vue. Donc le film est une fable dans son intégrité. Tout le film est dans ce traitement qui est donc légèrement décalé. Du coup, là, il se passe quelque chose d'un petit peu particulier. Il y a au fond une confusion entre deux virtuoses, deux virtuosités. La virtuosité
musicale et la virtuosité dans l'art de mettre fin à la vie des gens, quoi, dans l'art du contrat de tueur, voilà. Et donc il y a une confusion sur le mot même de virtuose qui fait tomber effectivement ce jeune héros dans une situation inextricable et où effectivement des choses vont se passer, mais malgré lui, bien entendu que lui se refusera à tuer. Mais les gens vont mourir quand même. Et il demandera même pardon de ne pas avoir pu. C'est ça. Je veux pas dévoiler les choses, mais donc les gens vont quand même mourir. On dévoilera quand même certains secrets de ce film-là. On est un peu obligé, mais bon. Alors justement, Marc Bordure, quand vous voyez une société que vous connaissez a priori pas, même si vous avez fait quelques pas sur la terre arménienne, mais quand vous voyez ces personnages gros dans des salons très chics, pas forcément d'un bon goût, mais en tout cas d'un point de vue européen, qu'est-ce que ça vous dit en tant que maintenant d'un point de vue du spectateur français que vous êtes aussi, même si vous avez pris part à la préparation du film? D'abord, je suis pas allé souvent en Arménie, mais j'ai rencontré tellement d'Arméniens qui n'ont jamais été en Arménie. Il se trouve que j'en fréquente quand même pas mal, et ça me surprend toujours. Le nombre d'Arméniens, y compris des gens dans le métier du cinéma d'ailleurs, qui me disent toujours il faudrait que j'aille un jour en Arménie. Mais qu'est-ce que vous attendez? Voilà, oui, allez-y. Mais oui, déjà. Non, parce que le pays est vraiment formidable. Non, en fait, ces gens-là, alors, Levon dit toujours c'est pas caricaturé. Je peux pas dire non plus que j'ai pas vu ça en allant en Arménie. C'est-à-dire ces personnages un peu gros, forts, inquiétants, qui sortent des Mercedes noirs. J'en ai vu quelques-uns, mais j'ai vu tellement d'autres choses que ça m'a pas frappé comme Levon. J'ai pas du tout ces visions d'Arménie, voilà. Et je sais que ça existe. J'en ai vu quelques-uns. Voilà. Alors vous, Levon, vous avez voulu absolument montrer ces visages-là, parce que à la télé, on les voit très souvent. D'ailleurs, il le dit, à un moment donné, on va pas tout raconter, on l'a dit, mais on était obligé, malgré tout, quand il va commettre un acte assez difficile, criminel, mais qui ne le... Bon, on verra s'il le fait ou pas. Et là, il lui dit à cet oligarque criminel, ancien combattant de la guerre du Ralapart, qui est le président de l'association des anciens combattants, et qui veut être parlementaire parce que son collègue lui annonce pendant un guénage que on te souhaite une réussite dans ta nouvelle vie politique. Donc il résume à lui seul toute cette tous ces gens mafieux, anciens combattants, aujourd'hui oligarques. Pourquoi vous avez concentré tout ça sur ce personnage? En fait, anciens combattants, il y en a qui se vantent d'être anciens combattants et ils ont juste gagné beaucoup d'argent pendant la guerre. C'est ça, en fait, la critique que je veux faire. Et ça, tout le monde connaît. Que c'est pas forcément... on n'était pas forcément vrais anciens combattants, enfin vrais combattants pendant la guerre, c'est-à-dire qu'on a fait du pognon pendant la guerre et aujourd'hui on se vante comme anciens combattants avec les photos collées au mur, voilà. Et ça existe malheureusement. Et j'ai voulu créer un personnage négatif, mais sachant qu'un personnage négatif c'est aussi un être humain et il fallait absolument l'humaniser et que chaque personnage, même en commettant des actes horribles, ils ont leur propre logique et leur propre fonctionnement qui justifie un peu leur façon d'être. Et c'est pour ça que j'ai pas fait noir et blanc. La vie n'est pas noir et blanc. C'est-à-dire il a des tons qui entre les extrémités. Et j'ai voulu faire sorte que on comprenne quand même que c'est un homme qui a ses raisons, se comporter comme ça. Voilà. Alors là, moi je dirais, mais quelles peuvent être ses raisons pour se comporter comme ça? Lui, il dit par exemple que c'est moi qui nourris le pays, c'est moi qui paye les impôts, c'est pas vous les musiciens en chantant, voilà, c'est moi qui crée des emplois, c'est moi qui soutient l'armée. Il a une vérité dedans, mais je crois que... Et le jeune homme lui dit quand même, c'est avec notre argent en quelque sorte Exactement. que vous faites de la bienfaisance. C'est-à-dire que ce qu'ils volent est 10 fois plus que ce qu'ils donnent. Donc s'ils étaient des citoyens honnêtes, ils payaient leurs impôts, ils n'exploitaient pas les gens, je crois que le pays ne serait pas là.
Alors vous vous attaquez aussi à des sujets de société assez qui choquent aujourd'hui encore en Arménie, par exemple l'homosexualité. Parce que être clarinettiste, on peut en rire ici autour de la table, mais c'est très triste parce que l'histoire elle est mise d'une manière rigolote et tout le monde se moque parce qu'être clarinettiste, ça veut dire, je vais pas prononcer. Plutôt musicien classique. Voilà, mais bon, surtout en l'occurrence clarinettiste, c'était, je veux dire, pour le pianiste, il l'aurait peut-être pas dit, mais voilà. Donc on a l'impression qu'il y a, vous voulez faire passer un message parce qu'il le traite, pardonnez-moi l'expression, j'ai du mal à prononcer ce mot sur IPFM, mais de PD. En fait, c'est le côté homophobe et machiste de notre société arménienne, et on peut pas cacher ça. C'est-à-dire manque total de tolérance envers tout ce qui est différent. Il y a une telle rejet de ce qui est différent, ce qui est incompréhensible, ce qui est autre qu'on est, nous, est complètement rejeté. Et il faut dire aussi que pour la société arménienne aujourd'hui, il faut quand même un long chemin à traverser pour pouvoir arriver à la mentalité européenne de tolérance. J'ai voulu voir un pays tolérant où on peut dire que la personne en face est différente, mais il a aussi le droit d'exister. Olivier Heger, est-ce que ce genre de sujet, au-delà de l'initiative de soutenir votre ami Marc, est-ce qu'il y a quand même dans le scénario des choses qui vous ont, avant de voir le film terminé, qui vous ont touché, sensibilisé sur ces sujets de société? Oui, évidemment, c'est un sujet qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui m'a emballé parce que pour moi la musique est un vecteur extraordinaire qui peut faire passer tellement de messages. On parle d'homophobie ici, on parle de tolérance. Ce sont quand vous y mettez une petite touche musicale, c'est plus facile à faire passer. Donc déjà cette chose-là m'emballait. Bon, je le rappelle, le fait que ça se fasse en Arménie, je trouve ça extraordinaire. Quant au scénario, je ne suis pas certain, si je veux être transparent et honnête, que ce genre de scénario adapté à la culture française aurait fait mouche comme ça pourra le faire ici en Arménie. Enfin, je le crois. Je crois que ce sont des sujets qui sont assez puissants, assez forts et sont marquants pour vous, Arméniens. Moi, je ne suis pas arménien. Et je trouve que ça vaut la peine de le faire. Ça se fera beaucoup plus facilement et c'est beaucoup plus important, à mon avis, de le faire en Arménie que de le faire en France ou en Belgique ou aux États-Unis. Parce qu'on estime qu'ici, ce sujet n'est plus d'actualité. Ah, si, il est encore d'actualité, mais quand on parle de tolérance, c'est vrai qu'il y a eu du chemin qui a été fait en Europe, aux États-Unis aussi, mais on le dit plus que ce qu'on ne le fait, j'ai l'impression, aux États-Unis, quand on voit ce qui s'est encore passé dernièrement avec le Ku Klux Klan aux États-Unis et l'histoire d'armes, etc. En Europe, la tolérance, elle est très 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 importante. Et on regarde avec les attentats Charlie Hebdo, quand on voit les messages que l'on s'est essayé de faire passer, la liberté que l'on peut utiliser dans la caricature, je trouve que on a fait un énorme pas, et peut-être que l'Arménie l'a peut-être pas encore fait, et je trouve que c'était important d'en parler. Et pour ça, moi, je suis assez convaincu sur ce genre de scénario. Alors il y a quelque chose d'incroyable, pas seulement en Arménie, mais en tout cas quelque chose qui est visible en Arménie, c'est que je ne sais pas si on doit dire on a peur du chef, mais il y a un respect alors réel ou imposé, je ne sais pas, il y a un respect du chef. Dès qu'il sort sa cigarette, il y a 2-3 mains qui sont tendues pour lui allumer la cigarette, et finalement il allume sa propre cigarette, mais c'est un esprit d'obéissance en fait, et ça vous avez voulu le marquer aussi. En fait, ce sont des clins d'œil un peu comiques pour rendre le film agréable. Il faut que ça soit quand même léger, même si on parle des sujets graves. Il faut, pour faire avaler la pilule, traiter ça d'une manière plus facile, plus drôle, plus jubilatoire. Et ça, c'est une des blagues que j'ai. Il y en a plein dans le film. Plein. Et c'est pour ça que je disais, si on est ou habitué, je suis pas arménien d'Arménie, mais à force d'y aller, de parler, de rentrer dans le bain de ce système d'humour
d'Arménie, on comprend mieux. Et c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure, si être français suffit pour comprendre les nuances de cet humour. En général, le spectateur français et le spectateur européen est très intelligent. Et surtout en France, il a une demande de découverte d'autres cultures. Le spectateur français est très curieux. Et je crois que ce sont des éléments qui sont assez compréhensibles. Et je ne crois pas que le spectateur français ne peut pas comprendre ces genres de blagues. Non, mais de toute façon, il y a aussi l'humour universel. Quand le grand-père est à l'hôpital et le petit-fils lui dit « j'ai $3000 », ils discutent de tout ça, ils s'engueulent et derrière il y a le malade qui hurle de douleur et on a l'impression qu'on fait pas attention à celui qui est derrière nous. Et pourtant, ce sont des gens bien dont on parle. Donc il y a cette indifférence quand on parle de choses sérieuses, $3000, derrière le malade peut crever. Oui, en fait, c'est aussi le côté comique du film. Notre but était vraiment faire quelque chose qui serait agréable à regarder. Un film où on passe un bon moment. Encore une fois, en traitant des sujets assez graves concernant carrément l'avenir de notre pays. Et ce sont des éléments qui facilitent vraiment la lecture. Un dernier point sur l'humour, ça m'a fait beaucoup rire quand le barman, il vient leur dire maintenant il faut que vous vous cassiez d'une manière très brutale. Après ils se battent dans le bar, mais sur son t-shirt c'est Paris-Egag, bienvenue, welcome. Cette contradiction. Oui, ça c'était aussi un clin d'œil. On a fait exprès fabriquer ces t-shirts en 3 langues pour qu'on puisse pas sous-titrer. Oui, et voilà. Alors on va pas tout dire sur l'humour, on laissera une partie à nos auditeurs à découvrir. Donc à partir du 14 février. Alors la distribution, où est-ce qu'on va trouver ce film, Robert Guédiguian? Écoutez, la sortie est une petite sortie. On va sortir dans une trentaine de salles en France. Et effectivement, il faut aller voir ce film dès qu'il sort. Vous savez première semaine. Voilà. Vous savez que c'est une règle générale. La programmation du cinéma en France se fait le lundi matin, au vu des chiffres donc du dimanche soir. Donc si on a envie de voir un film, quel qu'il soit, celui-là ou un autre en fait, si des gens ont un désir de voir un film, envie d'aider un film vraiment, de l'accompagner, il faut vraiment qu'ils aillent au cinéma entre le mercredi et le dimanche, en tout cas. Si possible, le mercredi. Oui. De préférence, le mercredi. Mais s'ils vont pas le mercredi, avant le dimanche, ça c'est sûr. Au moins le lundi, quand les salles font le compte des entrées et programment pour le mercredi d'après, ils gardent le film ou ils le gardent pas vraiment au vu du chiffre dimanche soir. Voilà. Donc c'est vrai qu'à la sortie, elle est correcte, on fait beaucoup de presse, on fait de tournées en France, on se balade beaucoup. Là, on va à Toulouse et à Bordeaux la semaine prochaine. Et il faut donc soutenir le film au maximum, comme tout film d'auteur qui sort aujourd'hui, comme tout film indépendant. Voilà. Alors, c'est un film, je peux me permettre de rajouter quelque chose qui, quand on a fait les avant-premières à Valence, à Lyon, qui plaît beaucoup aux jeunes. C'est ce qui est quand même dans du cinéma, parce que c'est un film, pour les raisons que vous avez évoquées, en fait, qui a une légèreté, qui est très dynamique, ça va très vite. On est dans du polar, dans du film de genre. Et donc je dis ça parce que tout d'un coup le film arménien, on peut imaginer un film d'auteur pointu, évidemment que ça porte des questions dont on a parlé, mais c'est aussi un film extrêmement ludique, très agréable, très ludique. Faut le dire, et on a fait une version française, ce qui est très rare dans le cinéma indépendant. Ça coûte assez cher de faire une version française. Mais c'est aussi beaucoup pour travailler avec les scolaires, la version. Pour travailler avec les scolaires, voilà. Pour pas que la langue soit un frein, en fait, à se dire tiens, je vais aller voir un film, mais le film sous-titré en arménien, pour les gosses, c'est dur. Quand c'est bavard, en plus, un film c'est un peu ça parle, c'est toujours un frein, et il y a même en province, j'allais dire, parfois un peu plus, quoi. Donc il y a la version en arménien, sous-titrée, avec sous-titrage en français, et puis il y a la version en français. Voilà. C'est celle-là qui sort. Les deux selon les salles et selon les horaires de programmation en fait. C'est-à-dire que s'il faut une programmation. À Paris, quelles sont les salles? Est-ce que vous avez une liste ou est-ce qu'on peut la découvrir? En fait, la meilleure solution serait, parce que jusqu'au dernier moment, on ne sait pas vraiment. On le saura lundi. Voilà. Oui. La meilleure solution serait d'aller sur le site de Allociné, sur la page du film Bravo Virtuose. Bravo Virtuose. Bravo Virtuose, voilà. Oui, comme le titre du film, et regarder les salles parce que tout est indiqué là-bas.
Et puis il y a aussi les pages officielles de Facebook, sur Facebook, Bravo Virtuose et le film. Il y a deux sites officiels et deux pages officielles et voilà, c'est une façon aussi de soutenir le film parce que, comme Robert a dit, si le premier week-end le film ne fait pas suffisamment de chiffres, c'est quoi suffisamment? Suffisamment, c'est chaque salle décide. Salle par salle, il faut être à plus de 1000 entrées au dimanche soir, on va dire en moyenne. Chaque salle décide à sa manière, selon leurs critères, et donc le film sera éjecté. C'est pour ça que, pour qu'on puisse soutenir le cinéma arménien, pour qu'on puisse faire d'autres films arméniens en langue arménienne et qui sortent en France, il faut soutenir les artistes arméniens. C'est quand même assez exceptionnel, il faut le dire, que le cinéma arménien arrive en France avec les gens du métier et qui sont des gens imposés sur la scène française comme vous et qui soutenez ce film et qui sera à la portée, à la vue de tout le public français, enfin pas que les Arméniens, c'est quand même, l'événement est assez extraordinaire. Mais c'est ce qui nous a tous passionnés, je veux dire. C'est ce que disait d'ailleurs Olivier, très bien aussi, c'est le fait de travailler pour nous, pour Olivier, l'exception, je crois que c'est le terme qu'il utilisait, je veux dire, pour Marc de la même manière, et pour moi, après avoir fait plusieurs voyages là-bas et connaissant les vols depuis longtemps, c'est aussi l'idée de montrer que le cinéma arménien est possible et qu'il est possible de faire aussi un cinéma arménien qui soit un cinéma qui divertisse, qui joue avec le cinéma et avec ses codes. C'est-à-dire, moi, ce que j'aime, on disait qu'il aime l'Arménie, il aime aussi le cinéma, beaucoup plus que tout. C'est peut-être sa première passion et sa première maison, quoi, le cinéma. Il y a une espèce de rapport à ça. Et il joue avec le cinéma, il joue avec tous les codes. Donc c'est un cinéma très, très, très amusant, très, très jubilatoire, puisqu'il s'amuse. Et je pense que le public ne peut que s'amuser avec lui. Même si, effectivement, donc derrière, s'amuser ne veut pas dire qu'une chose soit vide de sens, bien entendu, ça on a déjà parlé un petit peu de manière un peu abondante. Donc il critique des choses, il en encense d'autres d'ailleurs. Parce qu'évidemment, il y a ce culte de la jeunesse, en fait, cette exaltation de la jeunesse dans le film et tout ça. Mais tout ça en faisant du cinéma. Les plans sont beaux, vrai cinéma. Les plans sont beaux, le montage est superbe, le rythme est bon, enfin, etc., etc. Et puis on s'amuse, il y a de l'humour, il y a des gags même qui sont... Ce que vous rappeliez, la scène à l'hôpital, je l'ai vu 300 fois le film, moi, je veux dire, je ris toujours, encore aujourd'hui. C'est une scène irrésistible. Alors, l'histoire, pour revenir à l'histoire, là, le mécène meurt, le jeune Alik, il a besoin d'argent, pas pour ses propres besoins, parce qu'il a l'orchestre du grand-père, il faut qu'il joue le morceau dont on va parler aussi à propos de Michel Pétrosian, et au final, pas d'argent, c'est foutu, c'est le désespoir. Et puis il se débrouille pas, ça lui tombe sur la tête. Qu'est-ce qui se passe? Qui va nous raconter l'histoire de ce téléphone rouge, de cette arme, et de cette enveloppe avec de l'argent dedans? Faire un résumé très court, c'est que c'est un jeune garçon innocent qui est juste musicien, se retrouve dans un environnement inconnu et hostile. Parce qu'à tout prix, il doit sauver l'orchestre qui est la raison d'être de son grand-père, qui est grand musicien, qui a créé cet orchestre et qui porte le nom de ses parents morts au Karabakh, et aussi les talentueux musiciens de niveau international qui font des boulots à côté pour pouvoir survivre. Donc lui, il se dote d'une mission de sauver pas seulement l'orchestre et pas seulement le travail des comédiens, des musiciens, mais aussi l'art en général. C'est une sorte de métaphore aussi, il faut dire. La musique représente ici l'art qui est en train de disparaître dans une société ultra-libérale, postmoderne, c'est-à-dire que l'argent, le pouvoir de l'argent est tellement fort qu'on est en train de perdre le plus sacré de ce que l'humanité a pu créer, c'est l'art sublime, donc la musique classique. Et donc il fait tout pour pouvoir sauver cet orchestre. Et il sort d'une manière excellente parce que il est jeune, il a du talent, il a l'audace, et puis c'est aussi l'avenir de l'Arménie parce que c'est cette génération qui va construire l'Arménie de demain. Et ce film aussi porte le message très positif pour dire que nous, on a quand même une jeunesse
qui est talentueux, qui est beau, qui est audacieux et qui arriverait à faire des choses impossibles. À un moment donné, il y a cette ambiguïté que beaucoup de gens en Arménie vivent probablement, c'est-à-dire le choix entre vivre correctement, travailler, bosser et avoir une vie correcte, on va le dire comme ça. Et puis, voir tous ces oligarques avec les cartes du corps, qu'ils ne méritent pas ce qu'ils ont, mais ils ont ce que les autres n'ont pas. Et là, il y a une confrontation avec le grand-père qui lui dit « Arrête de me donner des leçons, regarde comment ton étudiant qui se moque de toi et qui t'aime pas, aujourd'hui il est milliardaire, et toi, qu'est-ce que tu as ?» Et donc, c'est toute l'ambiguïté du choix de ces jeunes d'Arménie qui voient des héros pas comme ceux dont on a peut-être été nourris nous-mêmes ici, mais des héros qui sont gros, des gros ventres, des mafieux, et qui boivent, qui mangent tout au long de la journée. C'est une question de choix, en fait. Chaque citoyen a fait un choix, comment il doit vivre dans la société. Il a des gens honnêtes et il a des gens qui sont malhonnêtes. Et justement, c'est aussi une sorte de lutte entre l'honnêteté et malhonnêteté. Dans ce film, on montre deux mondes. Un monde des gens qui sont extraordinaires et un monde des gens un peu pourris. Et la lutte permanente entre ces deux mondes existe partout d'ailleurs, c'est pas seulement en Arménie, ça existe partout, ce phénomène de dualité d'une société. Et nous espérons quand même que la beauté va sauver le monde et que cette jeunesse va sauver notre pays. Alors, Robert Guédiguian, c'est vrai qu'il y a des problématiques qui ne sont pas liées que à l'Arménie. L'histoire de payer pour pouvoir sortir son grand-père de l'hôpital, ou même la permission de passer la nuit à côté de son grand-père, et là, par contre, il faut choisir un lit souple ou dur, et là, le prix change. Donc, c'est pas un problème arménien. Même aux États-Unis, on rentre pas à l'hôpital si on n'a pas d'argent. Surtout aux États-Unis. C'est mieux en France, de ce point de vue. Si toutefois on sauve l'hôpital, faut faire des efforts. En ce moment, il est menacé. On avait le meilleur système de santé du monde, vous savez, il y a quelques années en France. C'est plus le cas, mais enfin, je ne vois pas. C'est une digression. Non, bien sûr, les problèmes. En fait, les problématiques sont les. C'est bien pour ça que le film est passionnant. C'est parce qu'évidemment, il traite mal des choses qui sont universelles. C'est-à-dire que même quand on parle de corruption, il y a de la corruption en France. Enfin, je sais pas moi qui ai inventé Cahuzac. Je sais pas moi qui ai inventé Bourgie, qui est quand même un fou furieux, qui effectivement achète des costards à un candidat pour le corrompre et pour le faire plonger. Enfin, on est dans ça s'est passé en France cette année. Enfin, l'année dernière, quelques mois. Oui. Hein, voilà. Bon. Donc c'est Claude Guéant qui est ministre de l'Intérieur et qui prend de l'argent au noir toutes les semaines en disant mais je savais pas qu'on pouvait pas, c'est en France. Voilà. Donc la corruption, ça existe partout. Sauf qu'en Arménie... Je disais que notre mission à nous, cinéastes, en fait, c'est toujours, avec nos pauvres moyens, enfin, ils sont pas si pauvres que ça d'ailleurs, ils sont quand même assez puissants, de dénoncer au maximum toutes les choses effectivement qu'on trouve effectivement qu'on réprouve. Effectivement, cette mission de dénonciation, elle existe partout, et il n'y a aucune société idéale, enfin on n'en connaît pas, et le combat doit continuer à se poursuivre à chaque fois. Et c'est sûr que ces choses-là existent en France. Alors pourquoi avoir choisi une jeune fille qui est russe, et qui parle dans un film arménien, qui se passe en Arménie, qui est la fille de cet oligarque mafieux, ce que vous voulez, et qui parle pas arménien, elle parle russe. Ouais, ça nous a pas plu. Oui, c'est une longue histoire. Expliquez. En fait. Déjà, vous savez très bien que l'Arménie est un pays bilingue qui devient trilingue aujourd'hui. La nouvelle génération parle aussi l'arménien, le russe et l'anglais. Mais de plus en plus le français. On va pas l'oublier, c'est l'année de la francophonie. Espérons que ce sera un pays 4 langues. Moi, je parle toutes les 4 langues, donc j'adorais parler en arménien, en français. En fait, c'est
la vraie raison, c'est que j'ai voulu travailler avec une actrice géorgienne qui était vraiment pressentie pour ce rôle. Et dernier moment, elle n'a pas pu faire parce qu'elle tournait dans un film en Géorgie et on pouvait plus la voir. Et je pouvais pas reculer le tournage. Et j'avais déjà construit le scénario de sorte qu'il a été emmené en Arménie de l'extérieur. On comprend que c'est sûrement de la Russie. Et donc c'est pour ça que j'ai cherché cette actrice russe, mais ça me dérange pas parce que je trouve que quand même le russe est une langue très photogénique, cinégénique. Et d'ailleurs en France, il y en a qui n'arrivent même pas à détecter que c'est deux langues différentes dans le film. Oui. La plupart même. Non, mais pour les Français, effectivement, ça va être compliqué, mais la raison de ce choix, est-ce qu'il est pour dire que les enfants des oligarques sont plutôt embourgeoisés, préfèrent parler le russe que l'arménien? Non, mais ça c'est vrai. D'ailleurs, il a une bourgeoisie en Arménie qui déjà à l'époque soviétique parlait le russe. Plus avant. Aujourd'hui, ça continue malheureusement. C'est-à-dire que le russe est considéré comme une langue noble entre guillemets, surtout à l'époque soviétique. Et aujourd'hui, à Erevan, dans le centre, vous voyez les mères arméniennes parler à leurs enfants. C'est comme à Beyrouth si on parle un peu français ou si à Paris on parle un peu anglais. À chaque fois, on a l'impression que cette langue étrangère nous monte vers quelque chose de... La raison est en fait très simple, c'est que j'ai voulu travailler avec une actrice et j'étais obligé de travailler avec une autre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, il y a quelque chose aussi, je ne sais pas si c'est de l'humour, mais en tout cas c'est assez emblématique en termes d'image, c'est autour de cette table quand... le père mafieux de cette jeune fille s'associe avec un garçon qui était l'ancien étudiant de Télian, donc le grand compositeur de cette histoire, le grand-père finalement, et on a l'impression de voir le dernier dîner du Christ. C'est un clin d'œil, comme la scène. C'est très beau. Oui, c'est vraiment c'était. Sauf que c'est pas la même nourriture sur la table. Non. On a fait fabriquer, en fait, le décorateur a fait fabriquer, qui a beaucoup de talent d'ailleurs, Armen Khazarian, il a fait fabriquer un poisson de 3 mètres de long qu'on a mis sur la table, et il voulait absolument qu'on filme de sorte qu'on voit bien le poisson. Ça, c'était une vraie histoire. On a beaucoup rigolé et après on a mangé cette façon parce que c'était très bon. Oui, en fait, c'était aussi un clin d'œil assez drôle et assez réussi d'ailleurs parce que le décor est vraiment sublime. Quand on voit, donc, on va poursuivre dans l'histoire, parce qu'il faut donner envie à nos auditeurs d'aller voir le film. Il faut leur dire qu'il y a une histoire d'amour dans tout ça, mais qu'on ne soupçonnait pas au départ. Oui. Qui veut en parler? Non, vas-y, petit. En fait, oui, comme j'avais dit déjà plusieurs fois dans les interviews, c'est un film qui mélange les genres, c'est-à-dire on part de thriller au polar, de polar à la comédie noire de comédie dramatique, c'est-à-dire que on arrive à raconter l'histoire de différentes manières, justement pour le plaisir du spectateur d'ailleurs. Et cette histoire d'amour est assez belle, je trouve. C'est-à-dire que il y a 2 jeunes qui vont s'aimer, et ça c'est aussi parle de leur côté noble et pur. Voilà, donc et j'ai voulu filmer d'ailleurs la scène d'amour et été filmée d'une manière aussi originale. C'est pour parler de cette pureté. Et pourtant, rien ne prédisposait cet amour. Parce que 2 milieux différents, 2 genres différents, 2 types de musique, de personnages, d'habillement, tout est différent. Dans chaque film, dans le cinéma en général, chaque surprise est bénéfique pour le spectateur. Donc plus on est étonné, mieux c'est pour le spectateur. Et elle est méchante quand même, cette fille. Pas du tout. Elle est victime, elle essaie de se défendre, là, surtout, en fait. Elle est certaine virulence au début, on va dire, mais c'est parce qu'elle est victime on va apprendre que c'est son beau-père, que le personnage, l'oligarque dont on parlait tout à l'heure, le fameux,
un des personnages principaux. Et son beau-père qui la maltraite, en fait. Insuline Manvel. Insuline Manvel. Alors, expliquez-nous, parce qu'en Arménie, tout le monde a un surnom. Ce sont en fait, c'est un oligarque qui a été tué dans le film. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, en fait, dans le scénario, c'était beaucoup plus développé. C'est-à-dire que c'est un homme qui avait le monopole sur l'insuline. Qu'il vendait en Arménie 3-4 fois plus cher. C'est-à-dire que c'est aussi une vérité, parce qu'à partir du moment qu'on est monopole, on peut imposer les prix. C'est-à-dire qu'il vendait l'insuline sur les pauvres malades 3 fois plus cher et pour se faire du fric. Mais il est tué dans le film, donc. Il y a une justice. Vous êtes soulagé. Dans le film, il y a une justice. Au cinéma. Et est-ce que en faisant ce film, en écrivant le scénario, vous pensiez à des gens précis? En fait, j'avais une idée, bien sûr, des personnages, sûrement. Donc votre travail, finalement, était très facile, puisqu'ils ont écrit le scénario eux-mêmes. De toute façon, oui, quand on écrit un scénario, on a une idée assez précise, et je savais ce que je voulais vraiment, aussi bien concernant le casting ou la mise en scène, j'avais une idée très très précise, oui. Je ne sais pas si en France ou en Belgique, peut-être pas aujourd'hui, mais dans le passé, il y avait cette habitude de donner des surnoms à des gens par rapport à leur métier, par rapport à une caractéristique, à une méchanceté, à quelque chose qui les distinguait dans la société. Ça existait ou pas? En tout cas, on peut dire que dans le milieu, en fait, en France, oui, chez les gangsters, oui, on a toujours dit... le chinois, le à chinois, Marseille, le lyonnais, le métèque, grande jambe, petite tête et gros yeux. Bon, ça a toujours, faut pas dire pire, mais ça a toujours existé. Mais c'est plutôt dans le monde des truands, un peu. Je crois que ça commence dans les cours de récréation, les écoles. Le petit gros, le grand nez. Enfin, je sais pas, chez nous en tout cas, dans notre. Le problème en Arménie, c'est que ces gens-là, quand ils gagne une certaine respectabilité entre guillemets, le surnom reste avec vous. Mais il reste quand même oui, bien sûr, le peuple l'appelle toujours, les appelle toujours par leur surnom, mais ils font tout pour les cacher. Oui. Alors c'est vrai qu'on peut être, c'est tout le problème de l'Arménie, on peut être politique, mafieux, député, chef d'entreprise. Mécène, on peut être tout à la fois dans ce pays-là, c'est le mélange des genres absolus. Oui, en fait, je crois que c'est aussi le cas partout, sauf que c'est un peu voilé et c'est un peu subtil. Et en France aussi, les riches possèdent quasiment 80% des médias, par exemple. C'est pareil en Arménie, c'est-à-dire 2 groupes où un seul mec possède tous les médias. Mais sauf que ce que nous voudrions, c'est pas critiquer une façon frontale, c'est avoir un clin d'œil toujours, parler de nos problèmes, parce que parler de nos problèmes c'est très important. Pour pouvoir les régler, il faut les montrer, et il faut les montrer au doigt. Et ce que nous voudrions aujourd'hui, c'est faire sorte que le film trouve son spectateur. Ça, c'est le plus important aujourd'hui. Nous déployons des moyens énormes pour faire que le spectateur puisse se déplacer et découvrir le film. Parce que c'est pas le film qui attire le spectateur. Les gens ne connaissent pas le cinéma arménien. C'est quasiment la première fois qu'ils voient un film arménien depuis 17 ans, depuis la Symphonie du Silence. Ah oui. Oui. Un beau film aussi, il faut dire. Oui. Un film entièrement parlé en arménien, tourné en Arménie, avec les acteurs arméniens, parce qu'il y a eu des films avec les personnages, principal français, etc. Et voilà, donc c'est notre lutte aujourd'hui, c'est faire sorte que le film soit soutenu, surtout par la communauté arménienne. D'ailleurs, la distributrice m'a dit que les associations arméniennes peuvent contacter leur salle, la salle de leur ville, et demander de programmer le film. Ça se fait tout à fait. Par exemple, la communauté iranienne fait ça très souvent, parce que c'est une communauté qui soutient vraiment leur cinéma. D'ailleurs, peut-être c'est ça la raison qui fait que le cinéma iranien a pu vraiment avoir une forte impact dans la distribution en France, et ils peuvent éventuellement contacter leur cinéma, faire un tarif préférentiel, etc., etc. C'est-à-dire que c'est un démarche
c'est une démarche qu'ils peuvent faire. Alors, qu'est-ce que vous attendez d'un point de vue prix, festival, prix Le qu'est-ce film, que Il y a vous déjà eu, proposez? il y a déjà eu Le film a Pas déjà mal fait de mentions et de prix. Il a fait de vingtaines de festivals. Il a eu le Grand Prix à Genève. Il a eu le prix public, qui est un très bon prix parce que c'est le public qui décerne au festival La Bolle. Il a été accueilli. Il a été partout, du Japon au Corée du Sud jusqu'au Canada et la France. Alors, Marc Bordure, quel est l'impact de ces prix qu'on obtient en termes de promotion et pour créer une crédibilité, pour faire penser au public que ça mérite d'être vu? D'abord, c'est surtout pour les exploitants, en fait. C'est-à-dire que le premier combat, quand on sort un film, il y a 18 films qui sortent par semaine. Donc 18 films par semaine, ça veut dire une concurrence, mais énorme. C'est la force de la France, c'est qu'il y a une offre de cinéma qui est monumentale, et donc 220 millions de spectateurs par an, ce qui est dingue. Pour ce type de film, sa faiblesse, c'est que il y a une concurrence extrêmement dure. Il n'y a pas tellement de pitié, en fait. C'est-à-dire que pour revenir sur les propos de Robert tout à l'heure, Eleven, c'est le lundi soir, le lundi midi même, l'exploitant il tranche parce qu'il sait que la semaine prochaine il aura une nouvelle offre. Donc un prix du public comme le festival de La Baule, pour nous, c'est important parce que l'exploitant se dit tiens, il est le prix du public, c'est-à-dire que c'est un film qui plaît au public par définition. Voilà. Donc c'est quelque chose d'attractif. Après, l'impact de ce type de prix pour le public, bizarrement, je pense que c'est moins fort, ça compte, parce que on le dit, mais c'est surtout pour l'exploitant. Là où ça joue plus, c'est quand on a à Cannes une Palme d'Or, un prix, une interprétation, etc. Là, évidemment, on passe à un stade un peu plus important, on n'a pas eu cette chance-là. Mais le film a eu pas mal de prix, il a été aussi acheté par HBO pour l'Europe de l'Est. Donc voilà, il commence à faire une petite carrière. Alors, la Belgique, pays francophone, en tout cas pour une partie, membre de la francophonie, de toute façon. Est-ce que ce film peut avoir, ou vous préparez à le répandre dans les pays francophones, puisque ça s'adresse aux francophones, pour l'instant en tout cas. Il faudra avoir ajouté une petite chose, c'est que le critique aussi du cinéma est très important pour faire parler du film. Autant que même plus que les prix, j'ai l'impression que tout spectateur, il est influencé par les critiques dans les radios. Moi, je vais rarement regarder un film si j'ai pas regardé la critique de critiques que j'aime précédemment, etc. Et donc pour ça, il faut qu'il sorte devant les journalistes avant tout. Vous avez déjà fait des avant-premières pour les journalistes. Ah oui, il a été vu. On a un attaché de presse qui s'occupe de ça. Enfin, en fait, c'est une sortie normale. C'est une sortie tout à fait normale avec une distributrice qui est une petite distributrice qui bosse super bien. Elle fait plusieurs jours. Donc elle fait un vrai boulot, etc. On fait le travail. Et pourquoi que 30 salles? Qu'est-ce qui détermine pour les distributeurs ce choix? Ah, mais c'est pas les distributeurs choisissent pas. Les distributeurs, ils cherchent à placer le film dans des salles. C'est pour ça que ce que disait Marc, c'est les exploitants qui choisissent, etc. En fait, les exploitants, c'est les salles de cinéma. C'est les salles de cinéma. Voilà. Ah ouais. Et c'est vrai que les exploitants, donc, ont le choix entre 18 propositions à chaque fois. Voilà. Donc une concurrence sévère quand le film, donc un jeune auteur, un film arménien, un jeune auteur, pas d'acteur connu, etc. Tout ça, c'est que des critères, effectivement, c'est que des mais ce qu'on doit dire, c'est que, en tout cas pour ceux qui connaissent le cinéma arménien ou la télé arménienne, il y a beaucoup d'acteurs qui sont très connus en Arménie, qui sont très talentueux, et s'ils sont pas connus en France, c'est pas un critère. C'est vrai que de ce point de vue, c'est pas très favorable, mais quand on sait que dans leur pays ce sont de bons acteurs. Oui, c'est ce qu'on essaie de dire, le faire savoir. Quand on a la parole, comme c'est le cas aujourd'hui, mais quand on peut le dire dans les médias, on le dit, mais c'est vrai que de fait, le public, il n'a pas entendu ce média-là, ne le sait pas forcément, et c'est vrai qu'il y a une espèce de, d'ailleurs, je dois quand même dire, il faut critiquer le public un peu toujours. Moi, je pense que le public fait un peu n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus moutonnier, en fait, il suit, il va voir des choses, il en a vaguement entendu parler, ou trop, pas vaguement, il en a trop entendu parler, et il y va. Et il sort mécontent, d'ailleurs. Il sort, et ça lui plaît pas. Il n'a pas aimé le film, mais il y est allé. Il y a des films qui font 2 millions d'entrées, il y a 1 500 000 personnes qui ont vu le film et qui l'ont pas aimé. Mais ils sont allés voir le film, voilà. Parce qu'il est passé, à côté de ça, il y avait des films géniaux qui ont fait 30 000 entrées, ils ne sont pas allés voir. Alors je dis au public un peu de courage, je veux dire, c'est 10 balles, c'est pas non plus une folie. Vous risquez quoi?
On risque quoi à aller voir un film de sais rien, par exemple? Un film surprise. Je vais devant un cinéma et je vais voir le film dont j'ai pas entendu parler. Voilà. Et on verra. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Je vais passer 1h30, éventuellement, ça va être d'un ennui mortel. Mais 1h30, c'est pas si long. Je me suis ennuyé. Mais je risque d'avoir une surprise totale, auquel cas, quelle joie. Plutôt que d'aller voir ce que 2 millions de personnes ont vu et qui est mauvais, quoi. Il faut quand même le dire. Donc le public manque de courage, de choix, de discernement. Il est très standardisé. C'est le public lui-même qui est standardisé. Moi, j'en veux beaucoup au public, je vous le dis. Mais c'est ça la magie du marketing au final. Alors, qu'est-ce que c'est cette manie d'élimination d'attraper les gens quand on est en colère, de mettre les doigts dans leur bouche et de les faire parler? D'où ça vient? On l'a jamais vu ici. Parce que vous connaissez pas les voleurs dans la loi. C'est un geste qui se pratique par les voleurs dans la loi. C'est une sorte de statut à l'Union soviétique qui continue aujourd'hui dans les pays ex-URSS. Et c'est une façon d'humilier la personne qui est en face. Ça se pratique dans les prisons. J'ai étudié les choses. Et même notre héros, qui pourtant est un garçon sympathique et gentil, finit par utiliser ce geste. Il apprend, il pratique ce geste. Oui, il a appris surtout parce que il voulait louer la salle de l'opéra. Et au départ, il avait pas l'argent. Et on verra dans le film que l'argent arrive à petite dose. Parce qu'il reçoit ses appels, il va les chercher la plupart du temps dans des toilettes. Et quand finalement il amène tout l'argent, le directeur de l'opéra, il va dire « Ok, d'accord », mais celui qui est à côté, il va dire « Non, son grand-père, il a traité mon père de corrompu et de communiste, donc tu lui donnes pas la salle. » Donc il y a tout ça dans ce film. Et il va le chercher justement avec ce geste-là. Alors on va parler un peu de musique. On a 2 noms très intéressants, pas que 2, mais en tout cas ces 2-là sont Tiklan Amassian et Michel Petrosian. Alors 2 choix, 2 styles différents. Qui a pris quelle partie de ce film? Michel Petrosian a composé le concerto qui est joué dans le film. Joué par l'orchestre dans le film. Et Tiklan Amassian a composé la bande originale du film, c'est-à-dire la musique qui illustre le film. La musique de Michel est jouée dans le film et la musique de Tiklan est jouée en dehors de la film pour illustrer les images qu'on voit. La collaboration était assez fructueuse parce que les 2 compositeurs sont immensement talentueux et c'était un vrai plaisir de travailler avec eux et je crois que la musique est très très réussie dans le film avec l'image. L'image a été faite par un jeune chef opérateur, Moko Malkhassian, qui est vraiment le meilleur de sa génération. Donc je me suis entouré des gens du talent pour pouvoir faire quelque chose de bien. Alors on verra Michel Petrosian aussi dans le film, puisque c'est lui qui dirige l'orchestre. Normalement, Tiklan devait jouer aussi dans le film, sauf que il a eu des concerts qui sont tombés au même moment et on n'a pas pu raccorder. On a même essayé de faire sorte qu'il joue le pianiste, mais on n'a pas pu. Si je me trompe pas, il est Gumbreti comme vous. Il est exactement de Gumbreti. Il fait pas mal de concerts en plein air, dans des champs à Gyumri, en soutien à cette population qui a subi le tremblement de terre. Alors, Olivier Egger, vous qui adorez la musique, qu'en pensez-vous de la musique de ce film? C'est tellement important la musique dans un film que ici je trouve que cette musique porte le film et moi comme je suis belge et je suis un passionné de musique, il y a un concours en Belgique qui s'appelle le concours Reine-Elisabeth, qui est un grand concours de musique classique et qui est dans les premiers concours mondiaux. Et celui qui a composé l'imposé, et je trouve ça extraordinaire parce que c'est pour moi une star internationale parce que je suis passionné de musique. Donc c'est Michel Petrosian. C'est Michel Petrosian.
Et je me suis dit, mais je ne savais pas, en fait, je ne le savais pas, j'étais à côté de la première projection, je me suis dit, mais ça c'est... Et le lendemain, j'avais rendez-vous pour la remise des prix du concours Elisabeth, il y avait le roi et la reine Belge qui étaient là pour remettre le prix, et il était à côté de moi. Et pour moi, c'est une star internationale, parce qu'arriver à ce stade-là, et quand on se retrouve en même temps comme compositeur, je m'excuse de le dire, à la base d'un petit film arménien, parce que l'Arménie n'est pas comme la Belgique, est un petit pays, donc c'est pas l'Amérique, quoi. On parle pas de l'Amérique, on parle de l'Arménie, comme on parlerait de la Belgique et son cinéma. Je trouve ça extraordinaire d'avoir décroché, pour moi, la loterie nationale, la loterie au niveau musical, pour moi, un des plus grands compositeurs qui compose cette musique de film pour... Et surtout quand il dirige son propre concerto, avec ses... Et puis le film, avec ses faits troublants, tourne avec ce film, cet orchestre qui continue, et le garçon qui continue à recevoir des messages de son donneur d'ordre, et il doit quitter à un moment donné les répétitions, une autre fois carrément le concert pour aller exécuter les ordres qui lui sont donnés. C'est quand même assez troublant de pouvoir à la fois écouter de la belle musique dirigé par Michel Pétrosian, et en même temps le film continue avec ses intrigues. C'était une des difficultés de ce film, du film, c'est qu'il fallait composer une musique qui avait des solos de la clarinette. C'était en fait une condition imposée à Michel. D'abord, il n'arrivait pas à comprendre, c'était très difficile à lui expliquer ça, mais il est sorti en brio, c'est-à-dire que notre musicien virtuose qui joue son solo clarinette, entre les deux solos, il doit partir, quitter l'orchestre pour qui lui sert d'ailleurs un alibi. Et donc c'était assez difficile à régler, mais on a enregistré la musique avant le tournage et l'orchestre s'est entraîné pour pouvoir vraiment jouer ce morceau. Alors finalement, vous dites que ce film a coûté moins cher que ce que vous aviez prévu au départ parce qu'il a été tourné en Arménie. Qu'est-ce qui fait cet avantage de l'Arménie? Est-ce que c'est aussi un exemple à suivre par d'autres pour aller chercher des acteurs arméniens, des gens du métier, et tourner finalement en Arménie des scènes qui peuvent être tournées en Arménie, parce que tout ne peut pas être tourné en Arménie, parce qu'il y a l'environnement, il faut qu'il soit adapté. Finalement, c'est une belle proposition aux producteurs français ou autres en Occident pour peut-être aller tenter l'Arménie. S'il y a de en fait, il a coûté moins cher surtout parce qu'on a eu moins d'argent. Donc il a fallu, en fait, quand on produit un film, on part d'un budget, d'un financement, si on se dit, il me faudrait cet argent pour faire ce film. Et quand on est confronté au réel, il a fallu réaménager le scénario, du temps de tournage, le métier de producteur, en fait, pour adapter le tournage à l'argent qu'on avait. En Arménie, ça a été au fond très facile. Alors, je le dis parce que je connaissais pas du tout le pays. Et on a trouvé des gens extrêmement talentueux à plein d'endroits, avec une énergie, une motivation pour faire un film qu'on n'a pas forcément toujours en France aujourd'hui, où évidemment on est dans un certain confort. Les techniciens en général d'ailleurs sont très passionnés par ce qu'ils font, c'est pas ce que je veux dire, mais là il y avait une envie et un sentiment de faire un film différent de ce qu'ils font d'habitude, parce qu'il y a beaucoup de téléfilms qui se ressentaient tous les jours au travail, avec des gens qui se disaient, il y a une liberté créative qui était influée par Levon, et il y avait une synergie entre l'équipe qui était formidable. Vraiment, ça, j'ai vu ça, et j'ai rarement vu ça à ce point-là. L'énergie, et c'est des grosses journées, c'est des journées de 12 heures par jour, je me souviens, dans des conditions difficiles. Non, mais c'est vrai qu'on peut encourager, effectivement, des équipes éventuelles aujourd'hui qui cherchent des décors, de ce type-là, il y en a beaucoup de décors, à aller tourner en Arménie, c'est beaucoup plus... Moi, j'ai tourné en 2005, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les équipes existent, effectivement, ils ont une envie folle de tourner, ils sont pleins de désir, quoi. Donc c'est vrai, ils sont pas, mais parce qu'il y a peu de choses. Donc dès qu'il arrive à quelque chose d'original, ça leur plaît beaucoup, donc ils sont hyper motivés. C'est évidemment un pays absolument sécurisé, c'est-à-dire il n'y a aucun souci, à aucun moment. Pour travailler, ni dans les villages, ni en ville d'ailleurs. Même le département d'État américain a décrété le 12 janvier que l'Arménie était
pour eux, pour les Américains, qui sont très sensibles pour leurs touristes ici et là dans le monde, que l'Arménie, c'est dans la catégorie A, donc le pays parmi les pays les plus sécurisés bien sûr, mais pour le département d'État. Et puis il faut dire aussi que l'administration était à côté de nous, toujours à nous aider, à la police nationale par exemple. Ils étaient très serviables, ils ont répondu très vite aux sollicitations du producteur arménien pour nous barrer par exemple la rue centrale de Yerevan, qui est une chose très très compliquée. Donc on n'a eu aucun problème de tournage. Donc ce film prouve aussi que l'Arménie peut être aujourd'hui une terre de tournage. C'est important. C'est aussi important que le film soit vu pour que les gens puissent comprendre ça, les professionnels, je veux dire, qu'aujourd'hui on peut aller en Arménie et tourner des films vraiment professionnels. Comme la Géorgie le fait d'ailleurs depuis un peu plus longtemps. Parce qu'en fait, en Géorgie, il y a beaucoup de synergie entre la Géorgie et l'Arménie. Et juste pour ajouter une chose, c'est que l'Arménie fait partie maintenant de Rimage. Et Rimage, en gros, c'est un financement européen très important, même fondamental pour beaucoup de ces films-là. Et je pense que le fait que l'Arménie soit rentrée dans Rimage, ça devrait permettre de faire pas mal de films. Un petit peu plus de films. Ouais, d'inciter des films à se faire là-bas parce qu'ils peuvent accéder à ce fonds Eurimage, puisque l'Arménie a adhéré au fonds Eurimage. C'est pas d'ailleurs ça, c'est en partie grâce à nos efforts, les uns et les autres. Enfin, nous, on s'est beaucoup battus pour ça, mais évidemment aussi Avédikiens, Abkhariens, etc. On s'est tous battus pour que l'Arménie adhère enfin au fonds Eurimage. Et là, ils l'ont fait l'année dernière, je crois. Ouais. Alors, côté costume, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez dit à tout le monde, habillez-vous quand vous vous habillez tous les jours? Non, c'est une production professionnelle, c'est-à-dire que chaque costume a été choisi. Non, on a l'impression qu'on est face à des gens comme ils s'habillent naturellement. Je parle pas de la dame qui dit aux jeunes à chaque fois, attends, je vais faire coucher les enfants, reste 2 minutes ici, et qui est habillée avec la poitrine un peu. Bon, je dirais pas que ça c'est naturel, mais en tout cas... Non, il y a une costumière qui a travaillé, c'est-à-dire que surtout pour la fille qui était une gothique, on peut dire, Nemo, ça a été... non, il y avait un vrai travail professionnel fait par les costumières et décorateurs. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour de ce film. Moi, j'avais envie d'en dire beaucoup plus en réalité, parce que personnellement, j'ai beaucoup aimé le film. C'est pas le genre de film que je regarde d'habitude, mais quand on plonge dans ce film, quand le film débute dès ses premières notes, et je dis bien des notes puisqu'on parle d'un début avec du piano, et bien là, on est pris dans ce film, on n'a pas envie de le lâcher, et puis on est surpris à chaque tournure de phrases, parce qu'il y a le côté humour, il y a l'intrigue, il y a le côté policier, il y a des personnages très divers, hein. Il y a énormément d'acteurs dans ce film qui fait un peu aussi sa richesse, et puis surtout pour nous, c'est ce regard extérieur certes, mais à la fois intérieur, puisqu'on connaît ce pays, et on parle tous les matins sur IPFM des problématiques de l'Arménie et des questions qui concernent les Arméniens. Et bien tous ces personnages-là, on cite leur nom souvent dans nos informations. Donc voilà, c'est un film qui mérite d'être vu par beaucoup d'auditeurs d'IPFM qui, franchement, prendront plaisir à le voir. Donc c'est à partir du 14 février, donc il faut aller vite entre le mercredi et au plus tard le dimanche pour marquer notre présence dans les salles, et ça permettra de replacer le film pour une deuxième semaine dans la place qui verra un flux très important de spectateurs. Le mot de la fin, Robert Guédiguian, Levon. Robert Guédiguian. Le grand frère. Non, mais c'est vrai, courez voir le film, c'est tout ce que je peux dire, parce que vous vous divertirez, et vous apprendrez des choses sur l'Arménie, donc il y aura autant d'intelligence, de cœur et de plaisir à regarder ce film. Et vous rirez aussi. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Robert Guédiguian, on n'a pas beaucoup parlé de vos films, puisqu'aujourd'hui, le sujet c'était Bravo Virtuose. Mais on se rappelle de votre dernier film, en tout cas, La Villa, qui a été sélectionné, une sélection officielle à la Mostra de Venise. Donc, et puis tout le parcours qu'on connaît de Robert Guédiguian.
Merci Marc Bordure pour l'accompagnement, merci Olivier Heger pour cette participation dans la production, et puis on remercie tous ceux qui ne sont pas autour de cette table, mais Dikran, Michel, les compositeurs de ce film, et tous les autres, Raj Keshishian et Annie Voskanian, les producteurs arméniens. Comme quoi, il y a une adhésion large et globale autour de ce film. Donc merci surtout à Levon Minassian pour ce très beau film. Et à très bientôt. Merci. Merci à vous. Այդ օրը պապիկս նվագեց ծնողներիս հիշատակին նվիրված իր նոր կոնցերտոյի առաջին նոտաները։ Ես ու պապիկս խոստացանք իրար, որ սա պետք է հնչի ամենուր ամբողջ աշխարհի առջև։ Լավն է, ոնց որ ասի։ Գիտեմ քեզ։ Հրկեք մեր նվագախումբը։ Ես այս բարի երկիրը փող չունի։ Ֆինանսական խնդիրներ այսօր ով չունի ջահել ջան։ Դաժե Ալեն Դելոնն ու Հռոմի պապներն ունեն ֆինանսական խնդիրներ։ Չէ, վիրտուոզը չի, ինքը նոր դուրս եկավ երևի։ Ուշադիր լսեք եւ կատարեք։ Բարև վիրտուոզ։ Зашел на охоту в женский туалет. Հաջողություն վիրտուոզ։ Որ անում եմ նվագախմբի համար։ Ստում ես ալիք։ Պատվիր օրգազմիկ փուսի բանանա կոկտեյլ։ Ինչ։ Ինչ ես դες սփրտն։ Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.